Clara gara sa vieille Clio dans la rue étroite de Neuilly-sur-Seine, un quartier qu'elle ne fréquente jamais d'habitude. Les immeubles haussmanniens impeccables lui rappellent à quel point son studio de Montreuil est loin de cet univers. Elle attrape le sac contenant le cadeau pour son neveu Théo, un livre illustré sur les dinosaures qu'elle a choisi avec soin dans une petite librairie près de chez elle. 28 €, presque une journée de pourboires au café, où elle travaille comme serveuse depuis 6 mois. Le déjeuner dominical chez ses parents, une tradition qu'elle respecte encore par habitude plus que par plaisir. Clara monte les escaliers jusqu'au 3e étage, son estomac se noue légèrement. Elle sonne, entend les voix animées à l'intérieur. Sa mère ouvre avec un sourire poli qui n'atteint pas ses yeux. « Ah, Clara, tu es là. Entre, nous sommes déjà à table. » Pas de bonjour, pas de bise. Clara entre dans l'appartement spacieux et lumineux. Le salon sent le rôti et le parfum cher de sa sœur Mathilde. Tout le monde est là, installé autour de la grande table en bois massif. Son père en bout de table, Mathilde et son mari Édouard sur le côté, et le petit Théo qui joue avec sa console de jeux vidéo dernier cri. « Salut tout le monde », dit Clara en posant son manteau sur le dossier d'une chaise. Son père lève à peine les yeux de son assiette. Mathilde lui jette un regard rapide avant de retourner à sa conversation avec Édouard sur leurs prochaines vacances aux Maldives. Clara s'assoit à la place qui lui est réservée, celle un peu à l'écart, près de la cuisine. « Théo, viens voir tata Clara, j'ai quelque chose pour toi », dit-elle avec un sourire sincère. Le petit garçon de 6 ans lève les yeux de sa console, regarde sa mère qui hoche la tête distraitement. Il s'approche de Clara avec cette démarche hésitante des enfants qui ne savent pas trop comment se comporter. Clara sort le livre du sac. L'emballage simple mais soigné. « Tiens mon chéri, je sais que tu adores les dinosaures. C'est un très beau livre avec plein d'images. » Théo prend le paquet, le regarde quelques secondes, puis d'un geste brusque le jette par terre. Le bruit du livre qui heurte le parquet fait sursauter Clara. Un silence tombe sur la table. Théo la regarde droit dans les yeux et dit d'une voix claire, presque fière. « Maman dit qu'on ne prend pas les affaires des ratés. » Clara se fige complètement. Son cœur s'arrête pendant une seconde interminable. Elle regarde Théo, puis Mathilde. Sa sœur a un petit sourire au coin des lèvres, celui qu'elle connaît depuis l'enfance, ce sourire de supériorité tranquille. Puis toute la table éclate de rire. Pas un petit rire gêné, non. Un vrai rire collectif, comme si Théo venait de raconter la meilleure blague du monde. Édouard se tape sur la cuisse. Leur mère cache son sourire derrière sa serviette. Leur père laisse échapper un petit ricanement satisfait. Mathilde rit ouvertement maintenant, les yeux brillants de malice. « Théo !» dit-elle sans conviction aucune. « C'est juste une blague d'enfant, Clara. Ne fais pas cette tête. » Clara reste immobile sur sa chaise, les mains posées sur ses genoux, les ongles enfoncés dans ses paumes. Elle ne dit rien. Elle ne peut rien dire. Sa gorge est complètement serrée, comme si un poing invisible l'étranglait doucement. Le livre est toujours par terre, ouvert sur une page montrant un tyrannosaure coloré. Son père essuie ses lèvres avec sa serviette et la regarde avec cette expression froide qu'elle connaît si bien. « Si tu ne supportes pas les blagues, va-t'en !» dit-il d'un ton neutre, presque ennuyé. Clara reste assise encore quelques secondes. Personne ne dit rien. Personne ne la défend. Mathilde a déjà repris sa conversation avec Édouard, comme si de rien n'était. Leur mère commence à servir le rôti. Théo est retourné à sa console. Alors Clara se lève lentement, sans un mot. Elle prend son manteau sur le dossier de la chaise, l'enfile avec des gestes mécaniques. Ses mains tremblent légèrement, mais elle les contrôle. Elle ramasse le livre par terre, le remet dans son sac. Personne ne la regarde vraiment. Personne ne bouge. Elle traverse le salon, ouvre la porte d'entrée et sort sans claquer la porte, sans un regard en arrière. Dans l'escalier, ses jambes flageolent, mais elle descend, marche après marche, une main agrippée à la rampe. Ce n'est qu'une fois dans sa voiture qu'elle réalise qu'elle retient sa respiration depuis plusieurs minutes. Clara démarre et roule sans vraiment voir la route. Le trajet jusqu'à Montreuil se fait dans un brouillard. Elle monte les 4 étages jusqu'à son studio, referme la porte derrière elle et reste debout au milieu de la pièce. Le silence de son appartement contraste violemment avec le rire de sa famille qui résonne encore dans sa tête. Elle s'assoit sur son lit, le sac avec le livre toujours à la main. Les larmes coulent maintenant, silencieuses,
chaude sur ses joues. Elle ne sanglote pas, elle pleure juste, comme si son corps évacuait quelque chose de toxique. Vers 22h, son téléphone commence à vibrer. Un message, puis 2, puis 10, puis 20. 47 messages au total quand elle finit par regarder l'écran. Mathilde qui lui reproche d'avoir gâché l'ambiance familiale. Sa mère qui se plaint qu'elle dramatise toujours tout. Des cousins qu'elle voit 2 fois par an qui la traitent d'égoïste, de susceptible, d'enfant gâté. Des reproches, des moqueries, des jugements. Un seul message différent. Sa grand-mère Simone, 82 ans, qui vit seule dans un petit appartement à Vincennes. 4 mots simples. Tu mérites mieux, ma chérie. Clara lit ce message 3 fois. Puis elle éteint son téléphone complètement et le pose sur la table de nuit. Elle fixe le plafond de son studio pendant des heures, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'à cette phrase. Les affaires des ratés. Quelque chose se forme lentement dans son esprit. Quelque chose de froid et de déterminé. Une décision sans retour. Elle ne reviendra plus jamais. Le lundi matin, Clara se réveille avec une clarté étrange dans l'esprit. Elle prend son téléphone, rallume l'appareil et regarde les messages défiler encore. 63 maintenant. Elle n'en lit aucun. Méthodiquement, elle bloque tous les numéros de sa famille. Son père, sa mère, Mathilde, les cousins, les oncles, tous. Elle hésite une seconde avant d'épargner un seul contact, celui de sa grand-mère Simone. Au café où elle travaille, rue Oberkampf, son patron remarque qu'elle est ailleurs. Elle renverse 2 tasses, oublie une commande, fixe le vide entre 2 clients. À 15h, pendant sa pause, Inès, sa collègue, s'assoit à côté d'elle dans l'arrière-salle exiguë qui sent le café moulu et la cigarette froide. « Ça va pas à toi ?» dit Inès sans détour, ses boucles brunes attachées en chignon négligé. Clara hausse les épaules, mord dans son sandwich jambon-beurre sans vraiment le goûter. Inès insiste du regard. Finalement, Clara lâche tout. L'humiliation du dimanche, le cadeau jeté, les rires, les messages. Inès écoute sans l'interrompre, ses yeux noirs fixés sur Clara. « Ma famille aussi pensait que j'allais nulle part », dit Inès quand Clara termine. « Maintenant, je m'en fous complètement. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ne paient pas mon loyer. Ils ne vivent pas ma vie. Toi non plus, tu leur dois rien. » Cette phrase simple, dite sans emphase particulière, libère quelque chose dans la poitrine de Clara. Une légèreté qu'elle n'a pas ressentie depuis des années. Inès lui propose un verre après le service. Clara refuse d'abord par réflexe, puis accepte. Elles vont dans un bar miteux près de Belleville, bières à 3,50 €, table bancale, néon qui clignote. Elles parlent de tout sauf de famille, de musique, de voyages rêvés, de projets abandonnés. Clara mentionne qu'elle voulait devenir graphiste il y a 3 ans, avant de manquer d'argent pour la formation et de perdre confiance. « Pourquoi tu reprends pas ?» demande Inès en finissant sa bière. « Parce que j'ai 28 ans et que je suis serveuse. » « Et alors ? Moi j'ai 32 ans et je réapprends le portugais toute seule avec des applications gratuites. On fait ce qu'on veut, Clara. » Clara rentre chez elle vers 23h, légèrement pompette, l'esprit plus léger. Elle allume son ordinateur portable, un vieux modèle qui met 3 minutes à démarrer. Elle retrouve un dossier enfoui dans ses fichiers, celui qu'elle n'a pas ouvert depuis des années. Son ancien portfolio de graphisme, des créations maladroites mais pleines d'envie. Des logos, des affiches, des essais de typographie. Elle ouvre Google, tape « tutoriel graphisme gratuit ». Des centaines de résultats apparaissent. Des chaînes YouTube, des sites spécialisés, des forums. Elle s'inscrit sur 3 plateformes différentes, télécharge un logiciel gratuit de design. Son téléphone vibre. Un message de Mathilde, qui a réussi à passer malgré le blocage, en utilisant le numéro d'Édouard. « Tu boudes comme une gamine. Grandis un peu. » Clara lit le message, le relit. Puis elle bloque ce numéro aussi. Elle ne répond pas. Pour la première fois de sa vie, elle choisit le silence non pas par peur, mais par choix. Son énergie ne sera plus gaspillée à se justifier. Elle commence le premier tutoriel. Les bases de la composition graphique. 1 heure passe, puis 2. À 2h du matin, elle a créé son premier logo depuis 3 ans. C'est maladroit. Les couleurs ne sont pas harmonieuses, les proportions bancales.
Mais c'est à elle. Le mercredi suivant, sa grand-mère Simone lui rend visite dans son studio. Elle monte les 4 étages lentement, s'appuyant sur sa canne. Clara lui prépare du thé, sort les biscuits au beurre que Simone aime. Elle ne parle pas du dimanche pendant 21 minutes, évoque la météo, les voisins bruyants, la santé de Simone. Puis la vieille dame sort une enveloppe de son sac à main usé. 200 €. Pour ton avenir, pas pour eux. Clara secoue la tête. Les larmes lui montent aux yeux. Mamie, je ne peux pas accepter. Si tu peux, et tu vas le faire. Parce que moi je crois en toi, ma chérie. Depuis toujours. Clara prend l'enveloppe avec des mains tremblantes et pleure dans les bras de sa grand-mère qui sent la lavande et les années. Elle promet de ne pas gaspiller ce cadeau. Elle promet d'essayer vraiment. Ce soir-là, après le départ de Simone, Clara s'installe devant son ordinateur avec une détermination nouvelle. Elle crée un second logo, meilleur que le premier, puis un troisième. À minuit, elle en a fait 5. Ses yeux la brûlent, mais elle sourit. Une seule question reste en suspens dans son esprit fatigué. Tiendra-t-elle vraiment sur la durée, ou va-t-elle abandonner comme les autres fois? 3 mois passent comme un brouillard contrôlé. Clara développe une routine épuisante mais addictive. Le matin, elle se lève à 6 heures, regarde ses tutoriels pendant 1 heure avant d'aller au café. Elle travaille son service de 8 heures à 15 heures, rentre chez elle, dort 2 heures, puis se remet devant son ordinateur jusqu'à minuit. 5 heures de sommeil par nuit, des pâtes au beurre 4 soirs sur 7, du café noir à longueur de journée, son portfolio grandit, 20 créations maintenant, puis 30, puis 50. Des logos pour des entreprises fictives, des affiches pour des concerts imaginaires, des identités visuelles complètes. Elle poste quelques travaux sur des forums spécialisés, reçoit des critiques constructives, améliore son trait, affine ses couleurs. Un soir de mars, Inès lui parle d'un ami qui lance un food truck de tacos coréen et cherche quelqu'un pour créer son logo. Pas cher, prévient Inès. Le budget est serré. Clara accepte immédiatement. C'est son premier vrai client. Un être humain qui va payer pour son travail. Elle y passe une semaine entière. Des dizaines d'esquisses, 3 propositions finales. Le client choisit la 2e version, un mélange audacieux de typographie coréenne stylisée et de couleurs vives. Il paie 80 € par virement. Clara regarde l'application bancaire pendant 10 minutes, fixe ce chiffre qui clignote. 80 € gagnés avec son talent, pas en servant des cafés. Elle pleure assise sur son lit, un mélange étrange de fierté et d'incrédulité. C'est possible, c'est vraiment possible. Mais la fatigue s'accumule comme une dette invisible. Un mardi matin, Clara se lève pour aller travailler et ses jambes ne répondent plus correctement. Elle s'habille en tremblant, descend les escaliers en s'agrippant à la rampe. Au café, elle prend la commande d'une table de 4, note tout correctement, puis s'effondre devant le comptoir. Son patron la rattrape de justesse. Il l'installe sur une chaise dans l'arrière-salle, lui apporte de l'eau, vérifie qu'elle respire normalement. Inès appelle un médecin ami qui passe dans l'heure. Diagnostic simple, surmenage et manque de sommeil chronique. Le médecin lui prescrit du repos. Son patron, inquiet mais compréhensif, lui donne 2 jours de congé forcé. Clara rentre chez elle comme une automate. Elle s'effondre sur son lit et dort 14 heures d'affilée. À son réveil, son téléphone affiche un appel manqué. Un numéro inconnu. Puis il sonne à nouveau. Elle décroche, la voix encore pâteuse. « Clara ?» C'est maman. Le silence dure 3 secondes interminables. La voix de sa mère, sèche comme toujours, aucune chaleur particulière. « Ton père a eu un malaise cardiaque hier soir. On est tous à l'hôpital, Bichat. On t'attend. » Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Désolé de t'appeler comme ça ?» Juste l'information brute. Clara reste muette, le téléphone collé à l'oreille. Sa mère raccroche sans attendre de réponse. Clara fixe le mur de son studio pendant 2 heures. Son père, un malaise cardiaque. Elle devrait y aller, c'est évident. Mais son corps refuse de bouger, comme si une force invisible la clouait sur place. Les souvenirs du dimanche humiliant reviennent en boucle. Le rire, les messages cruels, le silence qu'elle a choisi. Finalement, vers 17 heures, elle se lève et s'habille. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré la douleur et l'humiliation, c'est encore son père. Une partie d'elle,
celle de la petite fille qui cherchait son approbation, existe toujours. Elle prend le métro jusqu'à Bichat. L'hôpital sent le désinfectant et l'angoisse. Elle trouve le service de cardiologie, demande le numéro de chambre à l'accueil. Couloir blanc, néon agressif, bruit de machine. Devant la chambre, toute sa famille est là. Mathilde adossée au mur, son téléphone à la main. Sa mère assise sur une chaise en plastique, les traits tirés. Édouard qui parle à voix basse avec un médecin. Personne ne lève les yeux quand Clara arrive. Elle s'arrête à 3 mètres d'eux. Mathilde finit par la remarquer, lui jette un regard vide, puis retourne à son téléphone. Aucun bonjour, aucun signe de reconnaissance. Sa mère lève brièvement la tête. « Ah, t'es enfin venue », le reproche dans ces 5 mots. Clara ne répond pas. Elle s'assoit sur une chaise dans le couloir, loin d'eux, et attend en silence. Une infirmière passe, leur explique que le malaise n'était pas grave, juste un avertissement. Repos et traitement nécessaires, mais pas de danger immédiat. Son père sort 2 heures plus tard, pâle mais debout. Il voit Clara, s'arrête une seconde. Content de voir que t'es toujours vivante. Pas de merci, pas de tendresse. Juste cette phrase neutre, presque agacée. Clara hoche la tête sans rien dire. Elle rentre chez elle ce soir-là, avec une douleur différente dans la poitrine. Ce n'est plus de la colère ou de l'humiliation. C'est du deuil. Le deuil d'une famille qui n'existera jamais, de parents qui ne l'aimeront jamais comme elle en a besoin. Elle efface définitivement tous leurs numéros de son téléphone, sauf celui de Simone. Cette fois, c'est définitif. Le lendemain, elle ouvre son ordinateur et crée 10 nouveaux designs d'affilée. La rage devient son carburant, la douleur sa motivation. Elle ne leur prouvera rien. Elle va juste vivre mieux qu'eux, sans eux. 6 mois après le dimanche de l'humiliation, Clara a construit un petit portfolio présentable. Elle postule pour des missions freelance sur des plateformes en ligne et suit 15 refus consécutifs avant de décrocher 2 petits contrats. 60 € chacun, mais c'est un début. Elle continue à travailler au café 3 jours par semaine maintenant, à négocier des horaires réduits avec son patron qui a accepté à contre-cœur. Un jeudi soir, elle s'installe dans un café Wi-Fi près de Belleville pour terminer un projet urgent. L'endroit est bondé, bruyant. Elle partage une grande table avec d'autres personnes concentrées sur leurs écrans. Elle travaille depuis 2 heures quand soudain son ordinateur émet un bip inquiétant et l'écran devient noir. Clara sent la panique monter. Tout son travail est là-dedans. Des semaines de création, ses contacts clients, tout. Elle appuie frénétiquement sur toutes les touches. Rien ne répond. Ses mains tremblent. « Excusez-moi, je peux regarder ?» La voix vient de l'homme assis à sa gauche. La trentaine, lunettes fines, pull gris simple. Il a un regard calme et direct. Clara hésite, puis hoche la tête avec désespoir. Il se penche vers l'ordinateur, appuie sur une combinaison de touches, attend 10 secondes, recommence. L'écran se rallume miraculeusement. Problème de surchauffe, probablement. Sauvegardez tout sur le cloud immédiatement. Clara obéit, les doigts encore tremblants. Elle sauvegarde tous ses fichiers pendant que l'homme retourne tranquillement à son propre ordinateur. Quand elle termine, elle se tourne vers lui. « Merci. Vraiment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. De rien. Vous êtes graphiste ?» demande-t-il en désignant l'écran où un logo coloré est encore affiché. « J'essaie », répond Clara avec un petit sourire gêné. Il regarde le design quelques secondes avec attention professionnelle. « C'est vraiment bon. Vous travaillez pour qui ? Pour personne encore. Enfin, des petits clients par-ci par-là. » Ils discutent pendant 20 minutes. Il s'appelle Julien, développeur web freelance depuis 5 ans. Il travaille parfois avec une petite agence digitale qui cherche justement un graphiste pour un projet de 3 mois. Clara sent son cœur s'accélérer mais refuse de montrer son excitation. « Je peux vous mettre en contact avec eux si ça vous intéresse. Envoyez-moi votre portfolio. » Ils échangent leurs adresses e-mail professionnelles. Julien a un sourire simple. Pas de condescendance, pas de jugement. Juste de la gentillesse naturelle. Clara rentre chez elle ce soir-là avec un espoir fragile dans la poitrine. 3 jours plus tard, Julien lui envoie un email. L'agence veut la rencontrer. Clara panique immédiatement. Elle n'a rien à se mettre, pas de vraie expérience professionnelle à présenter, juste son portfolio de 6 mois. Elle appelle Inès qui lui prête un chemisier correct et une veste de blazer noir.
L'entretien dure 45 minutes. 2 associés regardent son travail, posent des questions techniques. Clara répond honnêtement, avoue ses lacunes, montre sa progression rapide. Ils se consultent du regard. Le projet est assez complexe. Vous pensez pouvoir gérer ? Clara hésite une seconde. Toute sa vie, on lui a dit qu'elle n'était pas capable. Puis elle pense aux 3 derniers mois, aux nuits blanches, à l'argent de sa grand-mère, aux livres jetés par terre. Oui, je peux gérer. Ils lui proposent un contrat de 3 mois, 4 500 € au total. Clara accepte en essayant de contrôler sa voix qui tremble. Elle signe les papiers le lendemain, donne sa démission au café. Son patron lui serre la main avec un vrai sourire. Le projet commence une semaine plus tard. C'est intense, exigeant, elle doit apprendre en accéléré. Julien fait partie de l'équipe technique. Ils travaillent souvent ensemble. Il devient un mentor discret, lui donne des conseils sans jamais être condescendant, la guide quand elle se perd dans les détails techniques. Entre eux, naît une complicité douce et naturelle. Des cafés partagés pendant les pauses, des discussions qui dérivent vers la musique et les voyages. Un soir, après une réunion difficile, Julien l'invite à dîner dans un petit restaurant vietnamien du 13e arrondissement. Ils parlent pendant 3 heures. Julien raconte sa propre histoire familiale compliquée, un père absent, une mère alcoolique. Clara comprend qu'il sait ce que c'est de se construire seul. Quand il la raccompagne en métro, il lui dit simplement avant de descendre à sa station « Vous méritez toutes les bonnes choses, Clara ». Elle reste dans la rame, le cœur battant, ne sachant pas encore si c'est de l'amour, mais sentant quelque chose s'ouvrir en elle, quelque chose qu'elle croyait fermé pour toujours. Le projet avec l'agence se termine après 3 mois intenses. Clara a livré un travail complet, une identité visuelle cohérente pour une start-up de livraison de repas bio. Les associés sont satisfaits, la félicitent même. Elle reçoit son virement final de 4 500 €, plus d'argent qu'elle n'a jamais gagné en un seul mois de sa vie. L'euphorie dure exactement 1 semaine. Elle quitte définitivement le café, loue un studio légèrement plus grand à Belleville avec une vraie séparation entre le coin nuit et le coin bureau. Elle achète un ordinateur correct d'occasion, un écran supplémentaire, une chaise ergonomique. Elle se sent professionnelle pour la première fois. Puis la peur arrive comme une vague froide. Et si c'était juste de la chance ? Et si personne ne la recontactait jamais ? Elle passe des nuits entières à actualiser ses emails, à chercher frénétiquement des missions sur toutes les plateformes freelance, à envoyer des dizaines de candidatures qui restent sans réponse. Les vieux démons reviennent avec une violence qu'elle n'attendait pas. La voix de Mathilde résonne dans sa tête, celle de son père aussi. Raté, incapable. Qui tu crois être pour penser que tu peux réussir ? Julien remarque son anxiété croissante. Ils se voient régulièrement maintenant, pas vraiment en couple officiel, mais quelque chose qui y ressemble. Des dîners, des promenades, des discussions qui durent jusqu'à tard dans la nuit. Il l'invite à marcher le long du canal Saint-Martin un dimanche après-midi ensoleillé. Clara accepte, mais elle est ailleurs. Consulte son téléphone toutes les 5 minutes. Vérifie ses emails avec obsession. Julien s'arrête près d'une écluse, la regarde avec douceur. Clara, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Elle essaie de minimiser, de sourire, de dire que tout va bien. Mais les mots sortent malgré elle, comme un barrage qui cède. Je ne suis pas assez bien, Julien. Ma famille avait raison depuis le début. Je suis juste une ratée qui a eu un coup de chance. Ça va s'arrêter et je vais me retrouver à servir des cafés jusqu'à mes 50 ans. Julien ne dit rien pendant quelques secondes. Il la regarde intensément, puis prend ses mains dans les siennes. Votre famille ne vous connaît pas. Ils ne vous ont jamais vraiment regardé. Moi, je vois ce que vous faites, le travail que vous fournissez, votre talent. Vous êtes douée, Clara. Vraiment douée. Arrêtez de leur donner du pouvoir sur votre vie. Ces mots simples, prononcés avec une conviction tranquille, brisent quelque chose en elle. Clara pleure là, debout près du canal. Des larmes silencieuses qui coulent sans retenue. Julien ne cherche pas à la consoler avec des phrases creuses. Il reste juste là, sa présence solide et rassurante. Ce soir-là, Clara rentre chez elle et fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Elle écrit. Pas pour sa famille, pas pour se justifier. Elle écrit pour elle-même, tout ce qu'elle ressent, toute la douleur accumulée, toute la colère rentrée. 10 pages manuscrites qui libèrent quelque chose de profond. Elle réalise une vérité simple mais puissante.
Sa vraie revanche n'est pas de prouver quoi que ce soit à sa famille. C'est de construire une vie où ils n'ont plus aucune importance, où leurs opinions ne pèsent plus rien. Le lendemain matin, elle reçoit un email d'une start-up parisienne spécialisée dans les applications de méditation. Ils cherchent quelqu'un pour refondre complètement leur identité visuelle, logo, charte graphique, illustration pour l'application. Le projet dure 4 mois. Le montant proposé fait 12 000 €. Clara lit l'email 3 fois, vérifie que ce n'est pas du spam. C'est réel. Elle tremble en tapant sa réponse positive, envoie son portfolio, son tarif journalier calculé avec l'aide de Julien. Il lui confirme dans l'après-midi. Le contrat sera envoyé en début de semaine prochaine. Clara appelle Julien immédiatement. Il décroche à la première sonnerie. « Ils ont dit oui », murmure-t-elle, la voix cassée par l'émotion. Je savais qu'il dirait oui. Le soir même, Julien vient chez elle avec une bouteille de vin pas cher et des plats chinois à emporter. Ils mangent assis par terre dans le nouveau studio encore à moitié vide. Ils parlent de tout, rient pour des bêtises, se regardent avec cette intensité nouvelle qui flotte entre eux depuis des semaines. Et puis, sans prévenir, Julien se penche et l'embrasse. Un baiser doux, prudent, qui demande la permission. Clara répond en posant sa main sur sa nuque, en se laissant aller à cette tendresse qu'elle ne croyait plus mériter. Quand ils se séparent, Julien murmure contre ses lèvres. « On va doucement, d'accord ? Pas de pression, pas d'attente. Juste nous deux. » Clara hoche la tête, incapable de parler, le cœur plein d'une émotion qu'elle ne sait pas encore nommer mais qui ressemble à de l'espoir. 1 an après l'humiliation. Clara a quitté son petit studio de Montreuil pour un appartement lumineux à Belleville. 2 pièces avec de hautes fenêtres qui donnent sur une cour arborée. Elle travaille maintenant pour 6 clients réguliers, gagne entre 3 000 et 4 000 € par mois selon les projets. Ce n'est pas le luxe, mais c'est stable. C'est à elle. Julien et elle vivent ensemble depuis 3 mois. Une décision prise naturellement, sans grande déclaration. Il a apporté ses affaires progressivement. Un tiroir, puis une étagère, puis toute sa vie. Leur relation est construite sur la douceur et le respect mutuel. Il ne cherche pas à la sauver, juste à l'accompagner. Ils se donnent de l'espace, se soutiennent sans étouffer. Clara rend visite à sa grand-mère Simone tous les dimanches. Elles prennent le thé ensemble, parlent de tout sauf de la famille. Mais ce dimanche-là, Simone aborde le sujet avec précaution. « Ta sœur divorce, ma chérie. » Édouard l'a trompée avec une collègue de son cabinet. Ça fait des mois apparemment. Clara reste silencieuse, sa tasse de thé suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Elle ressent une émotion complexe, pas de la joie, mais une forme de justice froide et distante. Le mariage parfait, l'appartement du 16e, les vacances aux Maldives, tout s'effondre. « Ta mère est dévastée », continue Simone. Elle comptait tellement sur ce gendre. Clara pose sa tasse doucement. « Je ne les contacterai pas, mamie. Je sais, ma chérie. Je voulais juste que tu saches. » Ce soir-là, Clara en parle à Julien. Il l'écoute sans juger, sans essayer de la convaincre d'une réconciliation familiale. « Tu ressens quelque chose ?» demande-t-il simplement. De la tristesse peut-être, mais pas pour Mathilde, pour l'idée de la famille qu'on n'aura jamais. 2 semaines plus tard, un coup dur professionnel. Un client important, une agence de communication pour qui elle travaille depuis 4 mois, annule brutalement un gros projet. Restructuration interne, budget coupé, excuses polies. 6 000 € de manque à gagner d'un coup. Clara panique immédiatement. Les vieux réflexes reviennent comme une gifle. Tu vois, tu n'es pas assez bonne. Ils t'ont larguée, c'était prévisible. Elle passe une nuit blanche à refaire ses comptes, à calculer combien de temps elle peut tenir, à imaginer le pire. Julien essaie de la rassurer, mais elle se ferme complètement. Il propose de l'aider financièrement pour le mois. Elle refuse sèchement. Ils ont leur première vraie dispute. Des mots durs échangés dans la cuisine à 2 heures du matin. « Tu ne comprends pas ce que c'est d'avoir tout perdu !» crie Clara. « Arrête de te saboter à chaque fois que quelque chose va mal !» répond Julien, la voix fatiguée. Clara prend son manteau et sort marcher dans les rues vides de Belleville. Elle erre pendant 2 heures, la peur au ventre, les larmes qui coulent. Elle finit assise sur un banc du parc, seule dans la nuit froide d'octobre. Le lendemain matin, c'est Inès qui la secoue. Elle débarque chez Clara avec des croissants et du café. « Julien m'a appelé, il est inquiet.
Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Clara raconte tout. Le client perdu, la panique, la dispute. Inès l'écoute puis secoue la tête. Clara, tu as survécu à pire. Un client perdu, c'est chiant, mais c'est pas la fin. Tu as d'autres clients. Tu as du talent. Tu as un portfolio solide maintenant. Lève-toi et prospecte. Ces mots simples remettent Clara face à la réalité. Elle a construit quelque chose de réel. Elle n'est plus la fille humiliée du dimanche d'il y a 1 an. Elle a un réseau, des compétences, des gens qui croient en elle. Elle passe la semaine suivante à prospecter intensément. Email personnalisé, appel téléphonique, présentation de son travail. Elle décroche 2 nouveaux clients en 5 jours, des projets moyens mais suffisants pour combler le manque. Elle s'excuse auprès de Julien. Leur réconciliation est tendre et mature, sans rancune. Ils parlent vraiment pour la première fois de leurs peurs respectives, de comment mieux se soutenir. Le vendredi soir, Clara reçoit un email inattendu. L'expéditeur. Mathilde Rousseau. Objet. On peut se voir? Clara fixe l'écran pendant 10 minutes sans bouger. Julien s'approche, lit par-dessus son épaule. Tu vas répondre? Je ne sais pas encore. Clara laisse l'email de Mathilde sans réponse pendant 3 jours. Elle le relit compulsivement, cherche un piège entre les lignes. Julien ne la pousse pas dans un sens ou dans l'autre, respecte son silence. Finalement, un mardi soir, elle tape une réponse courte. D'accord, samedi 15h, Starbucks Gare du Nord. Un lieu neutre, impersonnel, avec du monde autour. Pas de terrain familial, pas d'intimité forcée. Mathilde répond en 5 minutes. Merci. À samedi. Le samedi, Clara arrive 10 minutes en avance. Elle commande un café qu'elle ne boira pas, s'installe à une table près de la fenêtre, regarde les voyageurs pressés vers les quais. Son cœur bat trop vite. Mathilde arrive avec 5 minutes de retard. Clara la reconnaît à peine. Sa sœur a perdu du poids, pas de manière saine. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, sont ternes, attachés en queue de cheval négligée. Cernes profonds, vêtements simples, plus de sacs de luxe. Elle s'assoit en face de Clara avec un sourire fragile. « Merci d'être venue. » Clara hoche la tête sans répondre. Mathilde commande un thé, tripote nerveusement son téléphone posé sur la table. Elle reste silencieuse pendant 1 minute interminable. « Comment tu vas ?» demande finalement Mathilde. « Bien. Tu travailles toujours dans le graphisme ?»« Oui. À mon compte maintenant. » Mathilde hoche la tête, baisse les yeux. Clara attend, refuse de faciliter cette conversation. Si Mathilde l'a contactée, c'est à elle de parler. Je suppose que mamie t'a dit pour Édouard et moi. Elle a mentionné quelque chose. Mathilde rit amèrement, un son sans joie. Tout s'est effondré. La maison, l'argent. Même Théo me parle à peine. Il vit chez son père maintenant. Je le vois un week-end sur 2. Clara écoute sans compassion excessive mais sans cruauté non plus. Elle regarde sa sœur se désintégrer verbalement et ressent surtout une distance émotionnelle. « Je suis désolée que tu traverses ça », dit Clara simplement. Mathilde lève les yeux, surprise par le ton neutre. « Je ne suis pas venue pour ta pitié. »« Pourquoi tu es venue alors ?» Mathilde prend une grande inspiration, ses mains tremblent légèrement autour de sa tasse. « J'ai besoin d'argent. Juste 3 000 € pour tenir ce mois-ci. Le temps de trouver un travail. Je te rembourserai, je te le promets. » Clara sent la colère monter, froide et contrôlée. Elle pose sa tasse avec un calme délibéré. « Tu te souviens du jour où ton fils a jeté mon cadeau par terre ?» Mathilde pâlit, détourne les yeux. « Clara, tu te souviens d'avoir ri? De toute la famille qui a ri pendant que j'étais humiliée? C'était juste une blague d'enfant. » Non. La voix de Clara est dure maintenant. C'était qui tu es vraiment? Et aujourd'hui tu veux mon aide? Mathilde commence à pleurer. Des larmes réelles cette fois. Pas calculées. Elle cache son visage dans ses mains. Je suis désolée. J'étais jalouse. Papa et maman te trouvaient plus intelligente. Mamie t'a toujours préférée. J'avais besoin de gagner quelque chose sur toi. Alors j'ai épousé bien. J'ai eu la belle maison, la belle vie. Et j'ai frotté ça sous ton nez. Clara reste silencieuse. Laisse sa sœur pleurer. Une partie d'elle veut se lever et partir. Une autre partie, plus profonde, reconnaît la douleur sincère. « Je ne te donnerai pas d'argent, Mathilde. » Sa sœur lève les yeux,
le visage mouillé de larmes. Mais je peux te donner quelque chose de mieux. Des contacts pour trouver du travail. Si tu veux vraiment changer, commence par là. Mathilde la regarde avec incrédulité. Pourquoi tu ferais ça? Pas pour toi. Pour devenir la personne que je veux être. Clara sort son téléphone, envoie 3 contacts par email. Des petites entreprises qui cherchent parfois de l'aide administrative. Rien de glorieux mais du travail honnête. Mathilde regarde son téléphone vibrer, lit les emails. « Merci », murmure-t-elle. Clara se lève, prend son manteau. « On n'est pas amis, Mathilde, mais je ne te souhaite plus de mal. Bonne chance. » Elle sort du café sans se retourner. Dans le métro du retour, elle appelle Julien qui décroche immédiatement. « Tu regrettes ?» demande-t-il. « Non, je me sens libre. » Ce soir-là, Clara dort profondément pour la première fois depuis des semaines. Sans cauchemar, sans anxiété. Elle a fait ce qu'il fallait, pas pour sa famille, mais pour elle-même. 18 mois après l'humiliation initiale, Clara reçoit un email qui change tout. Une grande entreprise française de cosmétiques naturels, en pleine expansion, cherche quelqu'un pour créer leur nouvelle identité visuelle complète. Logo, charte graphique, packaging pour 15 produits, support marketing. Le contrat s'étale sur 6 mois. Le montant proposé fait 45 000 €. Clara lit l'email 5 fois, vérifie l'adresse de l'expéditeur, cherche des signes d'arnaque. C'est légitime. Ils ont vu son travail sur une plateforme professionnelle, apprécient son style épuré et naturel. Ils veulent la rencontrer la semaine suivante. L'entretien se passe exceptionnellement bien. 3 dirigeants, une présentation de 30 minutes, des questions techniques auxquelles Clara répond avec assurance. Il lui propose le contrat 2 jours plus tard. Elle signe en tremblant, réalise qu'elle vient de décrocher le plus gros projet de sa vie. Le travail commence immédiatement. C'est intense, exigeant. Clara embauche même une assistante junior pour l'aider avec les tâches répétitives. Elle loue un petit bureau partagé à Bastille, sépare enfin vie professionnelle et personnelle. Les journées durent 12 heures, les week-ends disparaissent. Puis, 3 semaines après le début du projet, Julien l'appelle en plein après-midi. Sa voix est tendue. « Clara, ta grand-mère a été hospitalisée. Pneumonie grave. C'est sérieux. » Clara sent son monde basculer. Elle annule sa réunion, fonce à l'hôpital Tenon où Simone a été admise. La vieille dame est sous oxygène, le visage pâle contre les oreillers blancs. Elle dort quand Clara arrive. Les médecins parlent de son âge, de sa fragilité, de pronostics incertains. Clara s'installe dans un fauteuil près du lit et refuse de partir. Elle travaille depuis l'hôpital, ordinateur sur les genoux, répond aux emails entre 2 visites des infirmières. Elle dort 3 heures par nuit sur le fauteuil inconfortable, se nourrit de sandwichs de distributeurs automatiques. Julien la supplie de rentrer, de se reposer. Elle refuse. Le projet ne peut pas attendre. Sa grand-mère a besoin d'elle. L'épuisement s'accumule dangereusement. Un après-midi, Clara trouve sa mère dans la chambre de Simone. Le choc la fige sur place. Elles ne se sont pas vues depuis plus d'1 an. Sa mère est assise sur la chaise que Clara occupe habituellement. Regarde sa propre mère avec une expression indéchiffrable. « Bonjour maman. »« Ah, Clara. » Échange glacial, comme toujours. Elle reste silencieuse pendant 10 minutes, chacune d'un côté du lit. Finalement, sa mère parle sans la regarder. Elle ne parle que de toi, de tes succès, de ton entreprise. Comme si Mathilde et moi n'existions plus. Clara sent la colère monter mais la contrôle. Elle parle de moi parce qu'elle m'a soutenue quand vous m'avez humiliée. C'est tout. Sa mère ne répond pas, serre les lèvres. Simone se réveille à ce moment-là, les yeux encore flous. Elle voit Clara et sourit faiblement. « Ma chérie, tu es là. » Clara s'approche, prend la main fragile de sa grand-mère. Sa mère se lève et sort sans un mot. Clara reste seule avec Simone qui murmure d'une voix épuisée. « Continue de voler, ma chérie. Ne te pose jamais. Je te le promets, mamie. » Cette nuit-là, Simone s'éteint paisiblement dans son sommeil. Clara dort sur le fauteuil. C'est une infirmière qui la réveille doucement à 5 heures du matin. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Julien arrive 1 heure plus tard et la serre dans ses bras sans rien dire. Les funérailles ont lieu 4 jours plus tard. Toute la famille est présente.
Distance polie entre Clara et les autres. Elle prononce l'éloge funèbre, voix cassée mais digne, parle de la seule personne qui a cru en elle sans condition. Après la cérémonie, son père s'approche pour la première fois. Il tend une enveloppe sans croiser son regard. « Ta grand-mère voulait que tu aies ça. » Clara ouvre l'enveloppe. 15 000 € en chèque et une lettre manuscrite. « Pour ton atelier de rêve. Tu as toujours été mon chef-d'œuvre. Je t'aime, ma Clara. Mamie. » Clara sanglote debout dans le cimetière, la lettre serrée contre son cœur. Julien la ramène à la maison. Elle s'effondre sur le lit et dort 15 heures d'affilée. Une semaine plus tard, le notaire l'appelle. Simone lui a légué son petit appartement de Vincennes, 2 pièces lumineuses avec balcon, une base solide pour l'avenir. Clara retourne au travail avec une détermination nouvelle. Elle termine le projet pour l'entreprise de cosmétiques avec 1 mois d'avance. Le résultat est magnifique. Ils sont ravis. Elle pleure en recevant le virement final. Pense à Simone qui ne verra jamais ce succès, mais qui en est la raison profonde. 2 ans après l'humiliation. Clara se réveille dans l'appartement qu'elle partage avec Julien. Un 3 pièces lumineux à Belleville qu'ils ont choisi ensemble, rempli de plantes vertes et de lumière naturelle. L'appartement de Simone à Vincennes est devenu son atelier professionnel. Un espace qu'elle a transformé avec amour en bureau de design. Son entreprise emploie maintenant 3 personnes. Une assistante graphiste, un développeur web à mi-temps, une chargée de communication. Elle a gagné 2 prix professionnels de design l'année précédente, travaille pour 15 clients réguliers. Ce n'est pas le luxe ostentatoire, mais c'est stable, authentique, construit de ses propres mains. Aujourd'hui est un jour spécial. Clara organise une exposition de ses travaux dans une petite galerie du Marais. Un rêve qu'elle n'osait même pas formuler il y a 2 ans. 60 créations imprimées et encadrées. L'évolution de son style sur 24 mois. Le vernissage commence à 18h. Elle arrive en avance, vérifie chaque détail. Julien est déjà là, installe les derniers éclairages. Il lui sourit avec cette tendresse tranquille qu'elle aime tant. Inès arrive avec des bouteilles de vin et des encouragements bruyants. Les clients commencent à affluer, des confrères, des curieux, des amis. À 19h, la galerie est pleine. Clara circule entre les invités, répond aux questions, reçoit des compliments qu'elle accepte enfin sans gêne excessive. Elle est fière de ce qu'elle a accompli. Puis elle la voit. Mathilde, debout près de l'entrée, hésitante. Elle a repris du poids, semble plus saine. Vêtements simples mais propres, cheveux courts qui lui vont bien. Elle tient un petit paquet dans les mains. Clara s'approche lentement. Mathilde lui tend le paquet avec un sourire nerveux. Théo a voulu te l'offrir. Il dit pardon pour le livre. Clara ouvre le paquet. Un dessin d'enfant de 8 ans, coloré et maladroit. 2 femmes qui se tiennent la main sous un arc-en-ciel. En haut, écrit en lettres tremblantes, « Tata, Clara et moi ». Clara sent sa gorge se serrer. Il peut venir me voir quand il veut. Mathilde hoche la tête, les yeux brillants. J'ai trouvé un travail. Assistante comptable dans une PME. C'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Grâce à tes contacts. Je suis contente pour toi. On n'est pas amis, Clara. Je sais. Mais merci de m'avoir montré qu'on peut recommencer. Vraiment. Clara regarde sa sœur, cette femme qui l'a tant blessée et qui essaie maintenant de se reconstruire. Elle ne ressent plus de colère, juste une neutralité apaisée. On n'est pas amis, Mathilde. Mais je ne te souhaite plus de mal. C'est déjà ça. Mathilde part après quelques minutes. Leurs parents ne sont pas venus. Clara n'attendait rien d'eux de toute façon. Elle a fait son deuil de cette famille-là depuis longtemps. Le vernissage se termine vers 22h. Clara et Julien rentrent à pied dans les rues illuminées de Paris. Il passe son bras autour de ses épaules. Elle se blottit contre lui. « Des regrets ?» demande-t-il comme il le fait parfois. Clara réfléchit vraiment à la question. Elle pense à Simone qu'elle aurait tant aimé avoir ici ce soir. Elle pense aux livres jetés par terre, au rire cruel, à la fille terrifiée qu'elle était il y a 2 ans. J'aurais aimé que mamie voie tout ça. Mais non, pas de regret. Cette humiliation m'a libérée. Elle m'a forcée à choisir entre leur approbation et ma propre vie. J'ai choisi ma vie. Julien l'embrasse tendrement. Ils marchent en silence jusqu'à leur immeuble. Sur le palier, le téléphone de Clara vibre.
Un email professionnel, un grand groupe international qui veut discuter d'une collaboration sur plusieurs années. Elle lit rapidement, sourit. Grosse opportunité ? Demande Julien. Oui, mais on verra demain. Pour la première fois de sa vie, Clara n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle existe, elle crée, elle aime. Elle a construit sa propre famille avec Julien, Inès, ses collaborateurs, les gens qui croient vraiment en elle. Cette nuit-là, elle s'endort paisiblement, un léger sourire aux lèvres. La véritable revanche n'a jamais été de les écraser ou de leur montrer son succès. C'était de construire une vie si pleine, si authentique, qu'ils n'y ont simplement plus de place. Clara a transformé la douleur en force, l'humiliation en dignité, le rejet en liberté. Elle ne vole plus pour s'échapper. Elle vole parce qu'elle a enfin trouvé ses propres ailes. Et c'est suffisant. C'est même magnifique. Oh, dude! I felt it breathing on my neck, man. No, thank you. Get off my butt cheeks. You're like, go. Nice. Ah! Boo. Did I just scare you? Follow. That scared me and I'm dead. At least I'm not asking to bang this time. It was What? What? fine. At least I'm not asking to bang this time. It was funny the first couple of times, but I don't want to run it to death. Save it for the special occasions, you know. That's nice. Either of that you. or feet pics, man. Right, so Yo, Lily with a 25 stream streak. Let's fucking go, Lily. Hello. I'm sweating from that. Me too. You're sweating. That's You're sweating. Yeah, I was just sweating watching you, dude. Imagine. I can't even imagine how you felt. Listen, I about passed away. W. Oh my Crossfire, God. you're a freak, man. Alright, you guys, that was my last one. Thanks for joining. Oh, I'll miss Thanks you. for letting me play. Thank you so much Yo, for what's up, hanging out. Junior? Appreciate you guys letting me invade your collab stream. No, Of I course, didn't. Michael, Hey, thank you for the heart rate anytime. as well. Thank you, Michael. Yeah, anytime. Hopefully the rest of your guys' games go Thanks well. for putting up with Tyler and, Thank you. and Well, thank you myself so Of course, of much. being course. being It was really so good nice at this of you. It was a lot of fun. Let's do it again sometime. Oh, sure. We'll be P20s in Definitely, training. Yeah. We'll collab again when you guys hit P20. Okay. How's that sound? Okay. I'm on a P20 push, so we're going. We're gonna get it. Alrighty. See you guys. See Also, ya. bye stream. See all See of you y'all later. later. Thanks again for See you all the new later, Worthy. follows and all the gifts. Bye, everyone. Bye. You're worthy. Oh, he left already. So not great You right said now. Yeah, I'm You're learning new worthy. stuff. Click. I'm a Click weird person bye. who says weird things. Yo, You what's up, did Catsy? ask for this right before you went to bed that one night. Oh, He's been streaming for a while though. sure. He was streaming earlier, like a lot earlier. I did not plan to be on this late either. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before I'm just starting the starting. investigation. I've got a report that suggests What a time is possible it? ghost sighting. It's well, I mean, you're 3 hours ahead of us. Oh, it's only 8 p.m. for me. Oh, yeah, it's midnight. Oh, I mean, it's about to be Almost. 9. Yeah. Oh, I just took a random photo because I'm so good at this game. You're so good at this game. Yep. Yo, Bebasaur, hello. Oh, Bun's right there. My computer's having a stroke. Hello? Okay. Sorry. Just don't have a stroke. Where's the phone? It's like at the end of the hall. I'm like gonna wait for the But ghost the hunt ghost- first. The ghost hunting, yeah. I have a few friends that have gotten it old school. Tyler has it. Has Windrose? Mhm. Yeah, I did. My husband bought me Windrose. I just started it a couple days ago. I'm about to get right back into it. I made an old lady pirate. Her name is Salty Sylvie.
And when I get a ship, I will be naming it the Salty Bitch. Phone's right here. Assuming I'm just playing with friends right now. I named my ship after my wife. That's really sweet. And you just let me. And yours is But salty after bitch. we're done playing, then yeah, we can play with viewers. Oh, I don't want to hold you up. Yeah, she named hers after her husband. Hold me up? Yeah, yeah, yeah. No. Like, yeah. What's up, Bestie? How's it going? Is it coming from the basement? Yeah, It's basement. Willow Street, of course it is. Of course. Oh, I missed the photo. Oh, Oh no! I was dead. no, I'm. Oh No. oh, I was so recording, waiting for you to start choking. I was waiting for you to die too. I did too. I honestly. Yo, Danny, thank you for the thought I was follow. dead. I thought it was over. Danny, thank you for the heart me. Misha, thank you for the heart me as well. First item, bro. No summoning circle. No Vinny. No mirror. Lucy. No mirror. No. Do you have? Did you turn cursed items off? Where's the sound recorder? Oh, they're still on. Oh, tarot cards. We got Tarot cards. cards. I knew that. I was testing you. I Pass. threw the sound Congratulations. recording down somewhere when I came in here. You threw what down? The sound recorder. But I think it I- got picked up. I threw it. Put it on the ground. Is there a Kusi down there? Yeah, there's two. What happened to the sound recorder? Tyler That's lost on the it. stairs. No, I didn't. I'll go get another one. No, I didn't. No, I Oh my didn't. god, Dude, it's can offending. you- Oh my, dude, can you hop off? Breaker's off. I think the stairs did it. Breaker is on. I'm gonna go get another. Sound recorder. Yep. Thing. D20. What'd you get? Oh, I my. had the sound oh, recorder, but it just I'm disappeared. sorry. My thing isn't open. You didn't open Mix It Up, did you? No, I didn't open Mix It Up. I'm sorry. Way to mix it up, Tyler. I'm not used to streaming on Sundays. I'm so out of it. I was taking a nap right before. We're gonna play what was it? D&D? I was, yeah. I usually play D&D on Sundays. I go to church, then I go to the store, and then I play D&D for hours. You should be able to do Like that. IRL D&D or Online. online? Okay. I've never played it. Oh, I love it. This might be a shade. Like- Maybe, maybe not. Sorry, buddy. That was weak. I was just checking about your section and saw the D&D dice. Yeah. Your AC/DC jammies. Well, Gemini, you should invite me. It might just be a spirit auction, actually. You made a pull need- pile without me, you guys. That was all me. Don't let Bravo take any credit for that Pulte pile. It's glorious. Just kidding, Bravo. No, it was all you. God! Fine. An event. It's fine. Yeah. Well, it's a push. Someone
Whoopsies. photo camera? You get the Yes. EMF. Weird. All right, we got everything. Oh my god, son of a. Oh, Oh, she's dead. Spawned right on my she's face. dead. Dead. My face Guess has who's been alive? devoured. Yeah, Gemini, invite me next time. All right, we're gonna bring her back. All right, Okay. let's see if we get lucky. Why aren't my things working? Nobody ever uses my commands, and then somebody wants to use them, and they don't work. Is It's just did story you of my life. turn it on? Yeah. Oh, you know what? You have to tag someone. Come on.